chaque fois qu'on se rencontre, c'est le même bonheur, le même plaisir. D'autant plus que j'ai les meilleurs avec moi. Je dis ça à chaque fois. Donc vous êtes tous meilleurs, mais plus meilleurs l'un que l'autre. Et on a le meilleur animateur aussi. Enfin, je l'ai provoqué, enfin, je l'ai eu, enfin, c'est gentil. Bonjour, bonjour, bonsoir Daniel. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel. Bonjour, bonsoir Gérard. Ça va et bien. vous tous également. Madame d'Espagne. Bonsoir, cher Gérard. Et non pas d'Espagne. Cher merveilleux Gérard, cher magnifique Gérard. Oui, c'est vrai. J'ai. Bon, allez, travaillons. D'une de l'actualité. Je vous ai déchaîné. Les journalistes appellent ça un marronnier, c'est-à-dire que c'est un sujet qui revient, qui est récurrent, les ombres solaires au moment de l'été, comment se protéger du froid quand l'hiver arrive. Nous, c'est les sargasses. Mais là, c'est particulier, parce que des chercheurs ont trouvé l'origine de la prolifération des algues aux Antilles. Alors, c'est un institut de recherche qui s'appelle l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, spécialisé dans l'étude des relations entre l'homme et son environnement, qui a réalisé la modélisation numérique qui permet de comprendre l'origine des échouages massifs de sargasses. En tous les cas, j'ai retenu que l'histoire de l'apport des nutriments qui viennent de l'Amazonie et tout ça, ce n'est pas le facteur principal. Mais non, mais j'anticipe sur ton sujet. Vas-y, Frédéric. Oui, alors c'est effectivement une étude qui bouleverse un petit peu les idées préconçues sur les sargasses et cette tendance peut-être que nous avons à dire c'est le coupable, etc., etc. Là, on voit vraiment que c'est une question de nature, puisque l'anomalie, elle est liée à une oscillation. Alors, je vais dire ça lentement, hein. Elle est liée à une oscillation nord-atlantique négative prolongée qui perturbe les courants océaniques et donc les sargasses ont quitté leur zone, exactement, la mer des sargasses, leur zone d'origine, pour dériver vers les régions tropicales. Et on a des facteurs comme la température élevée, l'ensoleillement constant et les nutriments disponibles dont tu parlais dans ces zones qui ont favorisé la prolifération plus que massive. On parlait déjà des sargasses dans des écrits historiques depuis Louis XIV. Hein. Mais ce qu'il faut souligner dans notre actualité, en tout cas du temps de notre mémoire, c'est cet échouage massif. C'est véritablement l'ampleur que ça peut prendre dans nos Caraïbes. Et donc la modélisation a montré que l'apport des nutriments était un impact secondaire, l'apport de la zone de l'Amazonie, par l'Amazone, et une plateforme de modélisation permet aujourd'hui, ça c'est très important, d'anticiper les échouages 7 mois à l'avance. Alors, jusqu'ici, on était un petit peu en train de s'étriper, si je puis dire, en disant que les maires n'appliquent pas pleinement les pouvoirs de police sanitaire, que les subventions sont partiellement perçues avec 45% en moyenne, qu'il n'y a pas assez de coordination entre les communes, la CTM et l'État, ou bien on peut citer le rapport, cette fameuse Chambre régionale des comptes, hein, qui, après étude du Robert et du Vauclin, on connaît leur situation, peine à informer la population sur les dangers sanitaires et puis un manque de signalétique visible sur le terrain, ça permet de vraiment réaliser, même si c'était déjà le cas, que nous sommes sur un sujet géographique global, avec une coordination globale, un besoin surtout de comprendre que c'est une catastrophe naturelle. Il faut qualifier cette situation, c'est une catastrophe naturelle. Et 2 associations récemment de Martinique, la SOPAMAR et l'APD ont porté plainte pour inaction gouvernementale ces derniers jours sur ce motif de catastrophe naturelle, puisque c'est aujourd'hui notre situation. Et on a, je pense, un vrai itinéraire à effectuer sur ce sujet. Je ne peux pas m'empêcher de prendre, en tant que passionné du tourisme, l'exemple de Saint-Barthélemy, même si je pense que s'il y a des échouages massifs, il est très difficile dans tous les cas de les endiguer. Mais il y a quand même la part de la stratégie publique. Il y a quand même la part de la structuration de la stratégie publique. Je donnerai quelques chiffres pour ne pas être trop longue. Saint-Barthélemy, c'est une île qui est sans tourisme, elle est morte. C'est simple. Et elle a des acteurs touristiques qui sont financièrement puissants, parce que c'est un tourisme haut de gamme, voire de luxe, qui
qui la coordonne et le financement est de plus de 1,6 million d'euros, pour vous donner un exemple, en 2022, entièrement dédié aux sargasses. Donc c'est un budget qui est conséquent pour 12 000 tonnes de sargasses collectées. Vous voyez bien que pour 1,6 million d'euros, on arrive à gérer que 12 000 tonnes de sargasses. C'est ça qu'il faut voir. Ils ont créé un Sargass Project, tu parlais du Sargator à un certain moment. Ils ont créé des solutions de valorisation et participent et coordonnent énormément avec les appuis scientifiques, parce qu'eux aussi sont sur le pied de guerre. Mais ils ont un tourisme qui aujourd'hui est vital. Et ce tourisme-là, avec les institutions locales, est extrêmement sur le pont pour ne pas altérer la destination, ce qui n'est pas le cas nécessairement de notre tourisme en Martinique. Non que c'est une critique, mais nous n'avons ni la force, ni le positionnement, ni la coordination nécessaire. Je pense que plus nous irons vers cela avec les acteurs économiques, bien évidemment coordonnés avec l'État et les subventions, puisque nous sommes dans un cadre de catastrophe naturelle, mieux nous nous sortirons de cette situation. En tous les cas, la Chambre régionale des comptes en Martinique, il ne faut pas balayer du revers de la main, parce que souvent, effectivement, elle amplifie un peu les problèmes. Elle explique que les communes touchées, malgré les efforts de prévision et de recherche, ont peine à informer efficacement la population, mettre en place des méthodes adaptées. Tu parlais tout à l'heure du barrage du Robert qui a explosé. Et le suivi financier, on n'arrive pas à très bien savoir comment l'argent est affecté. En tous les cas, les comptes rendus à la Chambre régionale des comptes ne sont pas suffisamment explicites, clairs. Des difficultés à percevoir l'intégralité des subventions attribuées, comme un peu tout. Hein. C'est comme ça, c'est la connotation, c'est la colonne vertébrale française. Les dispositifs de stockage des sargasses atteignent leurs limites et ne sont pas toujours conformes aux normes environnementales. Et c'est Emmanuel qui nous faisait la dernière fois, enfin, pas la dernière fois, l'une des fois que tu étais longtemps absent, j'en profite, fais-moi la parenthèse, qu'il y a un problème d'atteinte au sol, quoi, de pollution des sols, puisqu'il y a des retombées. Donc il faut une organisation interne renforcée, une gestion financière rigoureuse, une meilleure information du public, et ceci d'autant plus que tu nous dis que c'est une catastrophe naturelle et qui est irréversible, que ça va se reproduire, parce que c'est un changement dans le sens des courants, et que ce n'est pas demain qu'on va aller prendre les courants et les remettre en équilibre. Absolument. Donc, il y a du boulot. C'est un autre sujet qui est peut-être aussi embêtant, c'est la brume des sables. Christian, c'est toi qui vas t'y mettre. C'est vrai que la brume de sable est devenue un phénomène récurrent depuis quelques années. On n'avait pas ça avant. Alors, d'où vient cette brume de sable? Elle est d'origine saharienne, on le sait. Le Sahara, c'est un désert de 9 millions de kilomètres carrés. Toujours. Beaucoup de vent, beaucoup de coussins d'air. Et c'est ça qui, en fait, c'est les mouvements, en tout cas, du vent qui rassemblent des particules fines et qui les projettent ailleurs, et notamment sur l'Atlantique. Alors évidemment, il y a un impact très clair à la Martinique. On peut dire aussi que les brumes de sable ont l'avantage de ne pas rester longtemps, puisque statistiquement, ça reste 1 jour ou 2 jours, et semble-t-il aussi une période donnée. C'est les mois d'avril à juin, avec une plus grande densité en mai et en juin, par exemple. Donc ces grands vents génèrent des tempêtes de sable. Et toutes les particules fines qui sont composées de quartz, qui sont composées de fer, qui sont composées d'oxyde de carbonate, sont dans ces éléments qui sont propulsés un petit peu dans nos territoires. Évidemment, il y a des effets sur la santé, puisque la respiration de tous ces éléments crée effectivement des turbulences et des maladies respiratoires. Il y a un organisme qu'on a entendu parler, c'est Madininer, qui est chargé de l'évaluation, de la surveillance, et puis de tester effectivement la composante de ces brumes de sable. Et puis l'ARS, bien évidemment, est très mobilisée dessus. C'est pour ça que l'ARS fait beaucoup de recommandations pour que les citoyens soient attentifs, essayer de limiter leurs déplacements, essayer de limiter les activités sportives, essayer de limiter aussi le fait de brûler des choses ou la cigarette, le tabac, puisque tout ça, ça active encore une fois, si vous voulez, ces éléments négatifs qui portent préjudice à la santé des individus. Alors, je ne sais pas si la brume de sable va rester comme les sargasses, mais pour l'instant, c'est parti pour pouvoir être récurrent. Merci beaucoup.
Alors, Oui, ça, et les conséquences pour les gens, notamment pour les personnes asthmatiques, Tout qui ont à des fait. problèmes allergiques, c'est très dur. Hein, c'est des conséquences sur les bronches, la respiration, les yeux, la Tout à gorge, fait. le nez. il y aurait quand même à faire un travail pour savoir l'impact sur l'économie de ces périodes qui sont peut-être pas très longues. Elles sont mal vécues, donc on a l'impression que c'est quasi permanent. Elles durent 3, 4 jours, 5 C'est jours. vrai que c'est impressionnant quand même. Mais il y a, je pense, je constate autour de moi un niveau de fatigue générale, un ralentissement sur notre propre physiologie, pour nos propres organismes sans ça. Et ça a un impact sur quand même l'économie, sur la vie, sur le mental, sur les gens dépressifs, puisque je vous prépare un petit sujet sur la dépression des Martiniquais, qui a le pourcentage le plus élevé de France de gens dépressifs et de gens utilisant des médicaments psychotropes. Donc, alors on a les sargasses dans les pieds, on a la brume dans l'air, puis on a la petite folie et l'angoisse, et puis on a les magasins qu'on brûle, et puis on a ceci. Et malgré tout, comme dirait Frédéric, je ne sais pas pourquoi il y a autant de touristes qui viennent ici malgré tout ça. Emmanuel, après les réseaux sociaux, les smartphones bientôt interdits, au moins de 15 ans. Une autre forme de pollution. Oui, alors c'est un projet de loi qui est dans les tuyaux, qui est porté par Jérémy Patrier-Leitus du parti Horizon avec Aïda Hadizadeh du PS. GPS, ouais. Voilà, et c'est un projet qui a de fortes chances d'être adopté, puisqu'apparemment il y a un consensus autour de ça, et qui consiste à, je dirais radical, à interdire les smartphones au moins de 15 ans. Ouais. Alors, pourquoi déjà ce projet-là? Pourquoi, enfin, c'est bien de recenser un petit peu les dangers auxquels on est exposé quand on est un enfant et addict au smartphone, parce que derrière le smartphone, il y a l'addiction qui a des effets absolument délétères sur la vie des enfants. L'addiction numérique et les troubles de l'attention, ça c'est mesuré. Aujourd'hui, on voit se dégrader complètement la capacité d'attention d'un enfant, de concentration, et ça a donc des répercussions sur son parcours scolaire et donc sur son parcours de vie. Donc ça, c'est un des effets désastreux des smartphones. C'est aussi un instrument qui expose de manière précoce les enfants à la violence, à la pornographie, au cyberharcèlement, enfin, à toutes ces choses auxquelles doivent être écartés les enfants. Donc ça, c'est la deuxième raison forte qui prédise à cette loi. Il y a également la notion d'isolement social derrière une illusion de connexion. Ouais. On se rend compte qu'à être trop connecté, on ne voit plus son voisin, on ne parle plus à son entourage, on ne dialogue plus avec son frère, sa sœur, son père, sa mère. On s'enferme dans une bulle et cette déconnexion sociale fabrique des êtres désocialisés. C'est un risque mesuré. Et puis enfin, il y a la baisse de performance scolaire. Ça, c'est traitement mesuré parce que derrière le smartphone, il y a aussi le phénomène des insomnies. On mesure que les enfants dégradent leur sommeil de près de 2 heures par rapport à un temps normal de sommeil, et donc avec toutes les pathologies qui vont avec. Donc, c'est un véritable fléau. C'est pas juste un. Et d'ailleurs, beaucoup de pays dans le monde ont déjà légiféré autour de ça. Alors, j'ai recensé quelques pays. La Finlande, depuis 2024, les smartphones sont interdits dans toutes les écoles primaires. Ça, c'est une mesure qui a été prise en 2024, avec pour objectif de renforcer la lecture, l'attention et la socialisation. Donc, il y a un vrai projet derrière cette vision de la Finlande. La Norvège, donc encore un pays du Nord, les municipalités testent des interdictions totales des smartphones dans tous les collèges, avec un appui des parents. Les parents sont tout à fait favorables à ces mesures restrictives. Dans les Pays-Bas, pareil, à partir de 2024, les smartphones sont interdits en classe dans tout le pays. Là, c'est en Chine également. Alors, en Chine, l'idée, c'est de limiter le temps d'usage du smartphone à 2 heures par jour, pas plus. Donc, ils programment les appareils pour qu'au bout de 2 heures de consommation, ça s'arrête. Donc, donc, ça veut dire que même les Chinois, qui sont les champions du monde de l'IA, des technologies, ont compris le danger pour leur peuple de laisser ces instruments entre les mains des enfants, etc. L'Australie, le Royaume-Uni également, qui a recommandé en 2024 une interdiction générale des téléphones dans toutes les écoles. Donc, on est dans un mouvement, il y a une vraie prise de conscience. D'ailleurs, les créateurs de ces instruments, de Facebook, d'Apple, des grands GAFAM,
interdisent à à leurs leurs enfants, propres propres enfants d'utiliser des smartphones. Donc on voit bien qu'eux-mêmes qui sont à la manœuvre ont compris le danger que ça représentait. Donc cette loi, moi je l'appelle de mes voeux, hein, pour être tout à fait honnête. Je sais qu'elle est radicale, qu'elle fera il y aura des réactions, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'on a la vie devant soi pour pouvoir découvrir les effets bénéfiques de la connexion. Ce n'est pas la peine d'abîmer le cerveau de nos enfants qui est en fabrication dans cette période de l'enfance et de l'adolescence. Il faut les laisser s'épanouir par la lecture, par le contact physique, par la relation sociale. Il y a d'autres phénomènes qui doivent permettre de faire grandir nos enfants. Et donc, allons leur enlever cet élément toxique. Et donc voilà, donc c'est une loi qui s'inscrit dans une tendance internationale de protection de l'enfance face aux écrans. Et donc il y aura un débat qui va s'ouvrir. Et ce débat, il va sans doute être un peu houleux parce qu'il va opposer effectivement les tenants d'une ligne dure aux tenants d'une liberté. Alors il faudra aussi entendre ces deux grands arguments, mais il faut savoir si trop de liberté ne nuit pas à la santé et à l'intégrité physique de nos enfants. Comment techniquement mettre ça en œuvre? Alors ça, c'est un autre débat. Alors, il y a plusieurs approches. Il y a le fait de faire une loi qui interdise, avec de toute façon, ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est également de prévoir un cadre d'interdiction avec des zones d'autorisation, notamment quand la sécurité de l'enfant est en jeu. Donc, il y aura des dérogations, on va dire. Donc, ça sera un principe réglementaire, j'imagine, qui devront être appliqués dans les écoles et dans les établissements publics. Et puis, il y aura peut-être, pourquoi pas... En famille, quand Ah ben, en famille, ça, c'est on est dans la sphère privée, ça me paraît autorité parentale. Mais ça procède quand même à faire grandir la conscience des familles du danger que ça représente. Parce que je ne suis pas sûr qu'en France, en Martinique, en Guadeloupe, dans nos territoires, les adultes sont conscients du danger des écrans pour leurs enfants. Donc peut-être que le débat autour de cette loi va réveiller un peu la conscience. Et puis le troisième axe de travail peut être purement technologique. Peut-être qu'on va imposer aux fournisseurs d'accès à Internet ou aux fournisseurs de mettre en place des dispositifs qui, comme en Chine, qui peuvent bloquer, après un certain nombre d'usages, l'accès au téléphone connecté. Il y aura toujours une petite fraude, mais enfin, elle sera... Oui, bien sûr. Le tout, c'est d'établir un principe. Oui. Jingle, société, encore qu'on était vraiment déjà dans les sujets de société. Jingle. Oui, le sujet qui va être traité par Daniel s'intitule « La plupart des magistrats appliquent un droit sexiste, celui des hommes d'accéder au corps des femmes ». Mais avant ça, je voudrais parler d'une chose que j'ai découverte récemment, c'est que à la Cour d'appel de Fort-de-France, il a été décidé par une autorité obscure et lointaine, ou peut-être très proche, de changer un statu quo qui avait été établi depuis des générations. Et Daniel pourra vous donner des précisions. Je vais traiter l'aspect uniquement historique de cette affaire, où le parquet, le procureur de la République, était mis au même niveau que l'avocat général, était mis au même niveau que l'avocat. Maintenant, on lui construit une estrade pour qu'il puisse dominer. Alors, bon, ça paraît très dérisoire, ça, que les avocats vent debout vont s'opposer à cette mesure, puisqu'il y a une assemblée générale et tout. J'ai plus l'énergie et la force, quoique encore en activité, j'y étais pas. Mais je suis de tout cœur avec ceux qui veulent maintenir une certaine tradition de dignité, d'autorité quand même de la robe de la défense, puisque c'est une corporation qui existe depuis des siècles et des siècles. Depuis Rome, il y avait des avocats. Et cet avantage, c'est que nous avions acquis ici, nous, fils d'esclaves et fils de soumis et de gens qui ont toujours baissé la tête, mais qui un jour, grâce à la République, mon cher Emmanuel, ont pu la relever, ont obtenu cette prérogative que d'être au même niveau que celui qui requiert pour eux qui pratiquaient la défense. Pas de commentaire, Mme Le Bâtonnier? Que j'étais présente à l'Assemblée générale. Bravo. Et donc, non, mais c'est un sujet qui, effectivement, on aura peut-être l'occasion de reparler, qui fait appel à la fois à la notion de droits acquis, à la question de l'histoire de nos barreaux,
et de la parole donnée quelque part, puisqu'il Oui. y a quand même un ministre de la Justice qui, à un moment donné, à 2 reprises, a reconnu Oui. que la demande était fondée. Donc, il y a de quoi motiver les avocats. Et il y a quelque part, c'est une façon de consolider l'union des avocats qui Oui. était peut-être un petit Oui. peu en Oui. déliquescence. C'est vrai qu'on avait quelques difficultés, certains d'entre nous, assez traditionnalistes, à voir des anciens bâtonniers haranguer la foule à l'occasion de procès. Je dis ce que je pense, que je n'ai rien à faire de tout ce qui peut se passer, et de la part de confrères qui ne seront pas contents, et de la part de magistrats qui vont peut-être fustiger. Il ne faut pas faire ça à mes clients, c'est pas pensable. Bon, c'est pas ça, j'allais avoir une pensée vraiment négative et satanique, diabolique. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut comprendre qu'il y ait une certaine considération modifiée à l'égard des avocats après ce qui s'est passé cet an dernier. Parce que certains d'entre nous, il faut le dire, avaient poussé le bouchon un peu loin. Mais ça ne permet pas, comme tu le dis, de passer outre la parole donnée. Je n'avais pas vu cet aspect que le ministre, Mme Taubira, avait confirmé, etc. Et puis aussi, quand les choses sont calmes et sereines, pourquoi chercher la zizanie? Pourquoi chercher à faire la tempête là où jusque-là, il n'y avait pas trop de ramdam et de remue-ménage? Revenons à plus de sérénité. La plupart des magistrats appliquent un droit sexiste, celui des hommes d'accéder au corps des femmes. Voilà, madame. Alors, sous cette appellation, que se cache-t-il? En fait, il s'agit du traitement judiciaire des dossiers de violences sexuelles, Voilà. de viol et de violences sexuelles. Il ne faut pas qu'on croie que nous sommes obsédés par ça, parce que c'est une réalité. La tout à dernière fait, émission, oui. on en a parlé. Oui. Tout à fait. Et donc, en fait, on s'aperçoit, malgré le mouvement MeToo, qui a permis de libérer la parole des femmes, comme on dit, on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, il y a toujours un frein au fait que les femmes portent plainte, mais il y a surtout la constatation que la très, très grande majorité des dossiers, lorsqu'il y a des plaintes, sont classés sans suite. Et les dossiers sont classés sans suite. Pourquoi tu parles de magistrat? C'est que c'est le procureur de la République qui est un magistrat qui donc décide de ne pas donner suite aux procédures. Donc c'est une réalité. Et à quoi est-ce dû? Alors la proportion, elle est quand même de 86%, hein, ce qui est énorme. Et pour 86% des plaintes déposées n'aboutissent pas parce qu'il y a un classement sans suite. Oui. Et pour qu'on se rende bien compte de l'importance de la question, c'est qu'on va comparer avec les autres infractions qui ne sont pas liées aux violences faites aux femmes. Il y a 80% quand même qui donnent lieu à des classements sans suite. Oui. Donc on se dit, il n'y a pas une si grande différence. Sauf que le motif essentiel pour lequel dans les autres infractions il n'y a pas de poursuite, c'est que l'auteur n'est pas identifié. Alors que dans le cas de violence, dans la très grande majorité des cas, l'auteur est identifié. Donc c'est ça qui fait que le curseur est comment dirais-je, on peut considérer qu'il n'y a pas suffisamment de poursuites, c'est parce qu'on connaît les auteurs. Alors quel est le motif? Le motif en général, c'est qu'on considère, mais que c'est un avis du parquet, hein, qui est du procureur, hein, qui décide de ne pas poursuivre, parce qu'il considère qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Alors cela remet en question le traitement justement de la justice, parce que il y a trop de temps entre le moment où la plainte est déposée, avec l'audition, avec le transfert au parquet, pour la conservation des preuves. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, l'État a été condamné, la responsabilité de l'État a été reconnue parce qu'il y avait un homme qui menaçait sa femme de la tuer et qu'il a effectivement tué alors qu'elle avait déposé 3 plaintes. Mais que ça n'avait pas été... Classé sans suite. Ça n'avait pas été transmis au procureur. Même pas transmis, pas traité. Donc responsabilité de l'État. Ça soulève le problème des moyens de la justice. La justice a besoin de plus de moyens. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gendarmes et de policiers pour pouvoir recevoir correctement les personnes. Pour entendre, quelqu'un vient vous voir, il devrait y avoir un circuit rapide pour permettre d'entendre l'auteur, d'entendre les témoins, de transférer au procureur, que le procureur puisse audiencer. Ça, c'est un problème humain et un problème financier. Et en fait, un problème politique. Si la volonté politique existe,
Il faut mettre les moyens. Donc, la réalité, et c'est quand même un des éléments, on a l'impression que le serpent se mord la queue, mais quand les femmes savent qu'il y a tant de procès, tant de plaintes qui sont classées sans suite, ça les incite encore moins à porter plainte parce qu'elles se disent ça ne sert à rien, ma parole ne sera pas entendue. Donc c'est un vrai problème, la décision de classement sans suite. C'est un vrai problème de société et c'est un problème d'enjeu parce que, je le rappelle et je terminerai par cela, c'est qu'on ne mesure pas suffisamment. Et il y a des études qui sont de plus en plus d'études médicales qui sont faites sur les conséquences qui sont sur le corps des femmes, sur la santé des femmes, pas seulement physique, c'est-à-dire sur les cancers, sur les questions d'AVC, le fait de ce que ça entraîne comme conséquence. Ce n'est pas que le traumatisme moral qui est énorme, qui est considérable, mais il y a aussi des conséquences physiologiques et dont il faut en tenir compte parce que c'est une réalité et qui est énorme. Et enfin, vraiment, pour terminer, on s'aperçoit qu'une société va mal, quand justement le corps des femmes, les violences aux femmes sont à ce point importantes. C'est le dernier maillon faible sur lequel on va se retourner. Et ça a été dans toutes les sociétés, ça a été un curseur. Donc il faut faire attention. Quand il y a autant de femmes qui sont victimes de violences, c'est un signe qu'une société va mal. Absolument. Et donc il faut réagir. La lutte contre les violences sexuelles nécessite une refonte du droit. On l'avait vu la dernière fois, où le consentement, mais ça va être voté. Une formation accrue des magistrats qui ne sont pas très formés à tout ça, ainsi que la police. Une politique pénale volontariste, tu l'as dit, il faut qu'il y ait de volonté, donc des budgets, et puis aussi des circulaires pour dire attention, faites attention. Et ça marche, c'est comme ça que ça marche la justice. Des moyens renforcés. Le droit doit cesser de protéger les dominants et garantir la protection effective des victimes. Autre forme de violence, sans transition, la violence en Guadeloupe et en Martinique, comprendre les racines d'une crise persistante. On n'est pas très optimiste, mais on vous parle de la vie. Hein. Oui. Alors c'est vrai que on est tous exposés depuis quelques mois, depuis quelques années, à une croissance constatée des faits de violence, des fusillades, des pillages, des affrontements avec les forces de l'ordre. La Martinique et la Guadeloupe sont vraiment exposés à des faits de violence de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Et c'est sans doute le symptôme d'un mal profond, clairement. Donc ça dit beaucoup sur notre société dégradée. Alors, pauvreté enracinée, exclusion sociale, défiance envers l'État, mais aussi effet du narcotrafic, qui a sa part de responsabilité dans tous ces faits de violence. En Guadeloupe, en Martinique, on a déjà recensé, je ne sais plus combien, mais il y a déjà je crois une 16 morts. Et en Guadeloupe, 27. Et en Guadeloupe, 27, dont une adolescente récemment de 13 ans. Donc, on est vraiment dans... Et là, on sait qu'en Guadeloupe, notamment, c'est bien mesuré, c'est corollaire au narcotrafic, oui. Avec des saisies spectaculaires, 300 kilos de cocaïne récemment, près de 200 kilos de cannabis. Enfin, on est dans une surenchère de combats et de lutte contre ce phénomène qui réveille des luttes de gangs avec des dégâts collatéraux autour de ces trafics. Donc c'est une violence importante. En Martinique, c'est une violence diffuse également, parce qu'au-delà de la violence connectée au narcotrafic, il y a la violence issue des cambriolages, issue des incivilités, la violence dans les transports. On sent bien qu'il y a une espèce de... On est de plus en plus débridé pour pouvoir exprimer une colère ou un message agressif. Il y a de moins en moins de barrages, alors je ne dirais pas moraux, mais des barrages civiques, de retenue. Et on s'exprime très vite, sans monter en crescendo, dans une expression très vite extrêmement brutale de violence. Donc ça c'est un phénomène. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a 3 chocs
qu'on peut appeler de nos voeux. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas être... il faut oser dire qu'il y a la nécessité du choc régalien. D'ailleurs, ça fait l'objet c'était un rapport sénatorial qui avait mis ça en exergue il y a quelques mois. Oui, il faut remettre de l'ordre par les instruments nécessaires à l'établissement de l'ordre, donc les présences de forces de l'ordre, les effectifs policiers qu'il faut recalibrer en fonction du fait de violence chez nous, durcir la lutte contre les réseaux. Alors, le narcotrafic en soi est un objet de lutte qui doit s'intensifier, mais ce n'est pas suffisant. Une fois qu'on a activé ce choc régalien, il faut aussi activer, à mon sens, un deuxième choc, alors, qui est un choc économique. Parce que dans toutes les sociétés où les individus sont en activité et sont en épanouissement d'activité, on constate mécaniquement que la violence baisse, puisque la violence est aussi enfant d'un désarroi social. Et donc, il n'y a pas de miracle. Il faut faire le pari de l'économie, dans le sens où l'économie, c'est finalement le seul moyen concret de réveiller un tissu, d'activer des activités pour qu'un maximum de jeunes aient des perspectives de travail et des occupations rémunérées, et puis s'épanouir dans la vie active. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours très critique envers ceux qui ont un discours négatif contre le monde économique. Parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir une société apaisée si on a un environnement économique qui est dégradé. Donc, il faut se battre pour réveiller notre capacité économique à fournir de l'emploi à chacun. On a longuement débattu sur des mesures d'ordre économique comme la zone franche sociale, qui, à mon avis, est une mesure urgente à mettre en œuvre pour permettre aux entreprises précisément de retrouver de la capacité à mettre dans l'emploi un maximum de jeunes. Et puis enfin, le troisième choc, c'est le choc civique. On sent bien qu'on est un peu désarmé, que l'éducation civique n'est plus une priorité dans beaucoup de sphères. Donc, il y a peut-être là un programme à réinstaurer par la voie de l'éducation nationale ou par la voie du monde associatif qui déjà fait un énorme travail, qu'il faut soutenir parce que là encore, ce monde associatif, c'est un des rares amortisseurs, mais qui n'est plus soutenu par manque de moyens parce que les finances publiques sont dégradées. C'est terrible. Et donc, il faut réamorcer tout ça. Et voilà, ce choc civique, il est important par la voie des instruments de formation, mais également par la voie des familles, à qui il faut redonner peut-être une assistance, une aide, pour qu'elles puissent jouer leur rôle, ne pas tout attendre de l'État non plus. Chacun a sa part de responsabilité. Nous vivons dans une société et on doit chacun s'impliquer, s'engager pour installer un minimum de paix autour de nous. Serge Letchimy a envoyé une lettre très sévère, je ne vais pas la citer, au chef de l'État pour lui dire de faire quelque chose, Jocelyn Sapotier également, maire du Lamentin, président de l'Association des maires. Et puis également, tu parlais du rapport sénatorial qui était coordonné, présidé par Vincent Lurel. Lui aussi a demandé une réunion de crise sous l'égide du Premier ministre. Mais ceci étant dit, je rebondis sur ta dernière stance, ta dernière proposition, ton dernier point d'analyse, c'est sur redonner le sens civique. Parce que tu me diras ce que tu veux, lorsque des yoles arrivent et qu'elles débarquent, je vais parler très prosaïquement, très simplement, lorsque des yoles arrivent et puis qu'elles débarquent aux pêcheurs sur la côte, il y a quand même des gens qui les voient arriver. Il y a quand même des gens qui les voient arriver, des paquets avec des choses longues qui sont des armes, des kalachnikovs. On les voit. Ces armes-là vont servir à tuer le petit cousin qui habite à Sainte-Thérèse et qui est descendu du prêcheur ou ailleurs. Donc il faut quand même expliquer aux gens qu'il y a une relation étroite entre ce qu'ils voient et qu'ils supportent et qu'ils, à la limite, protègent et dont ils sont indirectement les complices avec ce qui se passe après, avec le sang qui coule dans les quartiers chauds de la ville. Très juste. Jingle, culture. Toujours une chose aussi historique et toujours pas très gaie, c'est l'épreuve enfouie du massacre de Traoré. Mais j'ai vérifié. Hein. Oui, là, en 1944. Je pense qu'il faut dire ça aussi, parce que, ma foi, il faut que nous regardions notre histoire et l'histoire de la colonisation en face pour mieux ne pas recommencer.
Oui, Et puis pour mieux pardonner, peut-être. Vas-y. je vais vous parler d'une découverte au Sénégal, d'un massacre, celui de Thiaroye, qui a été longtemps minimisé. On parlait d'un massacre d'une trentaine de personnes et finalement, cette découverte a révélé qu'il y en avait 400, des archives verrouillées, une mémoire en lutte et puis finalement de la réappropriation mémorielle, une volonté politique de souveraineté. Donc, 1er décembre 1944, des tirailleurs ouest-africains récemment démobilisés suite à la Seconde Guerre mondiale, ils réclament leur solde après le combat. L'armée française ouvre alors le feu. La version officielle, 35 morts. Les estimations des historiens, entre 200 et 400 morts. Le massacre a été qualifié de mutinerie pendant très longtemps. Malgré la reconnaissance officielle d'Emmanuel Macron en novembre 2024, il y a des archives très clés qui restent inaccessibles. Et l'État du Sénégal, excédé, a décidé de prendre l'initiative historique et de déverrouiller ces archives. Des fouilles officielles sont lancées en 2025, début 2025, en février, avec un comité d'experts. Le rapport d'enquête est attendu, mais toujours non publié à ce jour. Thiaroye devient ainsi un symbole de refus de l'effacement post-colonial. Je vais vous partager d'autres exemples de mémoires qui refont aujourd'hui surface, parce que je pense que le sujet il est global. En 2021, les ossements de résistants algériens exécutés par l'armée coloniale ont été rapatriés de France à Alger. Ils avaient été exposés comme des trophées dans les musées français. La restitution a marqué donc un tournant symbolique dans la relation diplomatique France-Algérie. Au Rwanda, avec le génocide des Tutsis, des fosses communes l'exhumation de fosses communes ont permis d'identifier des victimes et d'instruire des procès. Ici, l'archéologie a été vécue comme un instrument judiciaire et thérapeutique. En Espagne, lors de la guerre civile, l'État espagnol a adopté une loi de mémoire démocratique en 2022, puisque depuis les années 2000, plus de 800 fosses communes ont été identifiées. Et pour finir, en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, la commission Vérité et Réconciliation a intégré des recherches de restes de militants anti-apartheid qui ont été retrouvés dans des fosses clandestines. Alors finalement, ce travail, c'est pour ça que j'ai énuméré tous ces exemples, ce n'est pas un travail pour pouvoir mettre de l'huile sur le feu. C'est un travail de réappropriation mémorielle, de souveraineté mémorielle, un travail qu'on essaie aussi de faire autour de cette table. Dans nos consciences, parce que même en termes thérapeutiques, et Goethe l'a dit, et j'aime beaucoup cet aphorisme, ce que tu as hérité de tes pères, afin de le posséder, gagne-le. Il faut se réapproprier sa mémoire, ce n'est pas aller chercher des poux dans la tête des uns et des autres, c'est le fait de pouvoir enclencher de façon thérapeutique une mécanique de conscience qui permet, tout en ne changeant rien au passé, puisque le passé ne se change pas, de ne plus souffrir le passé, mais de pouvoir l'utiliser comme moteur d'avenir. Et ça, c'est très important. On l'explique, en fait, on peut le comprendre, ça a l'air très abstrait quand on en parle, mais on peut l'expliquer de façon thérapeutique individuelle. L'hypnose, par exemple, ou le fait de reprendre conscience, tu parlais, Daniel, du fait d'avoir du déni lors des viols et de se réapproprier sa mémoire. Finalement, c'est à l'échelle de peuple que l'on peut le faire. Vous avez remarqué qu'elle a tout compris, la petite, hein, au concept de la contretemps. Regardez la vérité. La jeune, hein, la jeune. Oui, la jeune. Bon, vous savez qu'elle est mère, elle a 2 enfants, un mari, je vais oublier ça. Pardon, madame d'Espagne. C'est ça, à contretemps. OK. On avait déjà fait un jingle culture, donc je vais te passer directement la parole. Parle-nous de... J'avais oublié, Marie Vieux-Chauvet. Alors, Marie Vieux-Chauvet, c'est une autrice haïtienne alors, qui est née en 1916 et qui est décédée en 1973. Alors, ce qu'il y a de particulier avec la littérature, c'est que souvent, elle nous permet, et c'est une bonne transition, de comprendre une société mieux que ne pourrait le faire quelquefois un livre d'histoire ou un essai.
Souvent, quand on était à l'école, nous avons entendu parler de Balzac et de la comédie humaine en nous disant que c'était la compréhension de la société française du 19e siècle Balzac nous permettait de la comprendre. Si vous voulez comprendre Haïti, il faut lire Marie Vieux-Chauvet, parce que ces ouvrages sont des ouvrages qui décrivent la société haïtienne, mais avec une minutie qui est extraordinaire. Marie Vieux-Chauvet, elle est issue d'un milieu bourgeois, donc elle fait partie de la bourgeoisie, c'est une mulâtresse. Son père est ambassadeur. Une très belle mulâtresse. Son père, je confirme, c'est une très belle femme. Les photos que nous voyons le prouvent. Elle est donc issue de milieux bourgeois et de milieux privilégiés. Et le fait qu'on dise mulâtresse, c'est important parce que le problème de couleur, le préjugé de couleur en Haïti, on ne mesure pas à quel point ça structure la société haïtienne jusqu'à maintenant. Oui. Et Marie Vieux-Chauvet, donc, elle va, de l'expérience qu'elle a de son milieu, elle va pouvoir décrire les préjugés de classe de sa classe bourgeoise vis-à-vis de la paysannerie ou bien des petits avoirs, mais également des préjugés de race, comment le mulâtre, le blanc vis-à-vis du noir, comment il y a cette espèce de domination. Et elle traduit aussi, par ses romans, la situation de la femme, qui est une femme qui n'a pas la capacité de s'exprimer totalement. Le livre dont on parle le plus, c'est celui que vous voyez affiché, Amour, colère et folie, qui est vraiment, c'est un livre immense que je recommande à tous. Mais ce livre a une histoire particulière. Quand elle décrit, c'est au moment, elle écrit ce livre en 1968, et Duvalier est déjà au pouvoir. Et elle décrit la violence de la société, la violence des tontons macoutes. Et c'est pour ça que je dis que comprendre la société d'aujourd'hui, il faut lire Marie Vieux-Chauvet. Et ce livre, elle l'envoie à Gallimard et elle l'envoie par l'intermédiaire de Simone de Beauvoir. Elle l'envoie à Paris pour être édité. Et Simone de Beauvoir soutient la publication de son livre auprès de Gallimard. Et Duvalier, qui a lu le livre, est très offusqué, et le mari et la famille de Marie Vieux-Chauvet, pour essayer de calmer cette colère, ils rachètent la totalité du stock de livres de Gallimard et le détruisent pour que ce livre ne soit pas diffusé. Et c'est d'une violence extraordinaire et qui traduit bien ce qu'il en dit. Et elle, Marie Vieux-Chauvet, pour des raisons de sécurité, doit s'exiler à New York. Et elle va mourir 3 ans après. Et son dernier livre, qui s'appelle Les Rapaces, c'est un titre qui n'est pas un hasard, va sortir à titre posthume. Donc, Marie Vieux-Chauvet est à la fois une femme qui est une femme de talent, qui est une femme qui exprime la société haïtienne et qui décrit cette société, qui nous permet de la décrypter pour mieux la comprendre, ce qui se passait à l'époque, mais ce qui se passe aussi maintenant, puisque la société d'aujourd'hui est l'héritière directe de ce qui s'est passé il y a quelques décennies. J'avais beaucoup de choses à dire, mais on a pris un peu de retard. Jingle musique. Pour la rubrique musique, on va avoir une plaque et je suis très reconnaissant à Marie-Ange Ravin d'avoir pris cette initiative. Enfin, je le dis personnellement parce que j'ai beaucoup connu Nel Lancry. Lionel Lancry, c'était le demi-frère à Marius Cultier. Et la collectivité a mis une plaque sur sa maison pour rendre hommage à Nel Lancry, à sa contribution dans la musique martiniquaise. En quelques mots, je vous dirais, Nel Lancry, il a été documentaliste, il a eu une licence de droit en 1953, il était documentaliste au lycée Schellcher, il a été enseignant, et puis il a toujours été musicien. Il est demi-frère à Marius Cultier, donc il a vécu dans un milieu musical, il a été pianiste des ballets de la Martinique, il a travaillé avec la chorale de la Joie de chanter, il a été aussi pianiste de l'orchestre Martinique, et puis il a surtout, pour ce qui me concerne, été président de la commission d'identification des œuvres de la SACEM. On analysait toutes les œuvres qui étaient déposées, et Nel, pendant 10 ans, a été à nos côtés. Alors, c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de reconnaissance, et je me réjouis qu'à l'initiative de Marie-Ange Ravin, le président, a pu mettre une plaque à la rue Bolivar sur le domicile de Serge Letchimy. Voilà. Alors là maintenant, je vais passer d'une superbe... Vous avez parlé d'une très belle mulâtresse, et je vais parler d'une splendide femme noire.
c'est Suzy Trébeau. Donc, je voudrais lui consacrer notre rendez-vous aujourd'hui. Suzy Trébeau, on la connaît beaucoup. Elle a joué dans pas mal de groupes, et notamment le groupe Quack, qui a été peut-être son premier groupe. Elle a travaillé aussi avec Malavoie, elle a travaillé avec Quaxicolor. Elle est toujours en activité. On va découvrir une première vidéo, une chanson, effectivement, qui s'appelle Vidéo coup de cœur. C'est même pas une chanson, ce sont des photos de cette belle femme pour que vous puissiez voir sa beauté. Découvrir. Alors, elle est dans le monde de la musique depuis au moins 40 ans. Hein, régulièrement, elle a fait des disques, elle a travaillé, elle joue pendant toutes les vacances, elle joue avec Quaxicolor. Je pense cette longévité, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On va la découvrir à travers une deuxième vidéo qui s'appelle Zone interdite. Nous connaissons depuis bien longtemps. Je travaille ensemble. L'on est que nous quand ouais que nous. Nous connaissons depuis bien longtemps. Je travaille ensemble. L'on est que nous quand ouais que nous. Sans jamais oser penser que nous allons continuer. Alors, avec quoi qu'ils sont allés à La Réunion, et il y a quelques années, je vous invite à écouter ce qu'elle dit de ce voyage merveilleux qu'ils ont et de ses souvenirs. Suzy Trébeau, artiste professionnelle, membre du groupe Quack et membre de Quaxicolor. On va se rappeler surtout de la venue de Quack à La Réunion, où on était venu pour la première fois pour un concert. Et on en a fini avec 3 en fait, on est resté plus longtemps que prévu. Il y a aussi Miami qui a été très 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 fort parce qu'on a eu beaucoup de galères avant pour pouvoir être là dans un festival qui s'appelait Roots and Culture. Ça a été très poignant et je crois qu'on n'arrivait même plus à chanter tellement les gens chantaient pour nous, quoi. Et puis surtout on avait une population bien sûr d'Haïtiens mais aussi d'Américains et c'est ça qui était fabuleux. Alors, un souvenir que j'ai très au fond de moi, c'est qu'on organisait notre 3e prix de la SACEM, et c'était à l'hôtel La Batelière, et Jean-Luc Gouanel est venu me voir en me disant « Christian, Suzy et moi, nous avons une chanson. On voudrait la présenter au prix de la SACEM si tu veux bien. » Alors, c'était en playback. Et puis, j'ai accepté, bien sûr. Et puis, il y a eu Serré Moins, cette merveilleuse chanson, intemporelle qui est là jusqu'à maintenant et que je vous invite à partager. C'est pas pour ça que le cas coulé. Parce que pas les plus malades. Si vous êtes en effort, dis-moi pour qu'il a vu mort. L'homme vous finit, la vie aussi. Comme tu disais, c'est une famille. Hein. Ça fait très longtemps que ces gens-là ont des liens d'amitié et de solidarité. C'est quand même exemplaire. Ils ont ouvert le Festival de Fort-de-France avec un succès remarqué. Et donc, et puis là, pendant toutes les vacances, ils seront présents. Alors, c'est toute une équipe. Hein. La dernière fois, on a parlé de Léa Galva, on a déjà parlé de Jean-Luc Gouanel, Daniel Wanekoraï. C'est toute cette famille-là qui est toujours ensemble. Et qu'on va retrouver d'ailleurs, j'ai choisi le dernier support, j'ai choisi effectivement cette amitié qu'il a avec Léa Galva,
et voilà, pour vous permettre de partager la dernière vidéo. Avec plaisir. Voilà nos amitiés renouvelées à ces gens qui propulsent la musique martiniquaise, la musique antillaise dans le monde, quoi. Ouais. Si on nous met un projet qui est de faire un méga concert avec tous ces artistes dont tu fais gratuitement la promotion, avec ton cœur, pour pouvoir aider notre télévision Zitata, est-ce qu'ils vont accepter de contribuer au travail bénévole que nous faisons tous pour élever le niveau de conscience, le niveau de goût, le niveau de qualité, pour le juste, le bien et le beau. Je vous remercie tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.